Hébergeur et hébergement web, à quoi ça sert? Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer à quoi sert un hébergeur et un hébergement web. Après un premier point de généralité, je vous présenterai dans un second point des exemples pratiques. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors tout de suite, pour introduire le sujet, je vais déjà vous citer quelques noms d'hébergeurs pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi nous parlons. Alors les hébergeurs les plus connus au niveau mondial ou français sont par exemple OVH, Wix, vous devez connaître également puisqu'il y a pas mal de publicité au niveau de la télévision, au niveau de la presse papier. Il y a également One and One Yonos, également Amen ou LWS. Alors par contre, moi en ce qui me concerne, j'utilise deux hébergeurs donc qui ne sont pas dans ceux que je vous ai cités, donc qui sont pour le premier Infomaniac, donc qui est un hébergeur situé en Suisse. J'ai fait une vidéo d'avis donc sur ce fournisseur, donc je vous mettrai le lien en dessous de cet enregistrement, et j'utilise également aussi maintenant en test, mais que je vais développer, un nouvel hébergeur qui est O2Switch, donc qui est un hébergeur français, et je ferai bientôt une vidéo avis lorsque j'aurai terminé tous mes tests. De toute façon, en dessous de cet enregistrement, je vous mettrai les deux liens de ces deux hébergeurs si vous souhaitez prendre un hébergement chez eux. Alors, commençons tout de suite par le premier point sur les généralités. Alors, à quoi sert un hébergeur? Donc ça sert principalement à héberger des services. Alors, vous pouvez héberger des services web. Donc là, vous connaissez, c'est principalement les sites internet, mais on peut également héberger des fichiers, et là, ce sera le cas notamment d'applications, et on peut également héberger des services de courrier électronique, donc que vous connaissez principalement sous le nom d'email. Donc envoyer et recevoir des emails, c'est aussi un service que l'on peut utiliser chez un hébergeur. Alors l'autre point aussi qui caractérise les hébergeurs et l'hébergement web, c'est que c'est à l'extérieur de vos locaux, donc dans lequel vous avez votre ordinateur de bureau ou votre réseau local. Et il y a trois raisons à cela d'utiliser un hébergeur ou un hébergement en dehors de vos locaux. La première, c'est que si vous hébergiez en fait vos services chez vous, vous seriez contraint de laisser en fonctionnement permanent votre ordinateur ou votre réseau local. Alors le réseau local en général on le laisse, mais l'ordinateur de bureau en général on l'éteint le soir et on l'allume le matin. Donc le fait d'avoir un hébergement externe à vos locaux, ça vous permet de ne pas laisser fonctionner en permanence votre ordinateur. Deuxième raison aussi pour laquelle on fait cela, c'est que vous pouvez, si vous hébergez en fait vos services en interne, vous pouvez être soumis à des interruptions de service, dans le cas par exemple d'une coupure assez longue d'électricité ou tout simplement d'une panne d'un matériel. Là, dans le cadre d'un hébergement externe, vous n'avez pas ce type d'interruption de service. Troisième raison également pour lequel on héberge à l'extérieur, c'est que, alors sauf pour les personnes qui sont dans des villes couvertes par la fibre optique, mais lorsque l'on n'est pas dans ce cas-là, on est souvent tributaire d'une connexion ADSL, d'une connexion internet ADSL, et dont le débit montant
est en général assez faible. Le débit montant standard, c'est de l'ordre de 1 mégabit par seconde. Donc c'est assez faible pour pouvoir héberger des services et que les personnes qui consultent vos services aient un retour suffisamment rapide. Donc la troisième raison pour laquelle on utilise un hébergement externe, c'est principalement pour le faible débit que l'on a en interne sur sa connexion Internet. Alors maintenant, ce qu'il faut aussi dire dans les généralités, c'est qu'il y a également trois types d'hébergement. Le premier type d'hébergement, et c'est celui qui va nous intéresser et qu'on va citer, que je vais illustrer après dans les exemples, c'est l'hébergement mutualisé. Alors l'hébergement mutualisé, qu'est-ce que c'est? C'est un espace qui est partagé sur un même serveur de votre hébergeur et qui est partagé sur le plan matériel et sur le plan logiciel. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes services logiciels, souvent un serveur d'application Apache, une base de données MySQL par exemple ou MariaDB. Donc vous allez utiliser les mêmes logiciels que les autres personnes qui sont hébergées sur ce serveur. Par contre, vous aurez une partie qui sera privative dans ces logiciels. Bien évidemment, vos données ne seront pas mélangées avec ceux de votre voisin. Et c'est en général l'hébergement mutualisé, le type d'hébergement qui est le plus abordable sur le plan technique et sur le plan financier. Le deuxième type d'hébergement que vous pouvez rencontrer, c'est un hébergement privé virtuel. Donc dans ces cas-là, vous êtes également sur le même matériel, mais vous disposez de votre propre infrastructure logicielle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir installer un système d'exploitation, le système d'exploitation que vous souhaitez, Linux, Windows, etc. Et vous allez pouvoir installer sur ce serveur les différentes applications que vous allez vouloir utiliser. Troisième type d'hébergement, c'est l'hébergement sur un serveur dédié. Donc dans ces cas-là, vous avez carrément chez l'hébergeur un matériel qui est tout simplement privé. C'est-à-dire que l'hébergeur va vous mettre à disposition un serveur physique particulier. Bon, bien évidemment, en termes de prix, c'est ce qui est le plus cher, mais c'est également ce qui est aussi le plus performant, mais aussi le plus techniquement difficile, enfin pas difficile, mais je dirais le plus ardu à maintenir techniquement. Donc, dans les exemples qui vont suivre du deuxième point, je vais vous présenter des exemples d'applications, de choses que l'on peut faire sur un hébergement mutualisé. Donc, passons tout de suite maintenant à ce deuxième point. Alors, quels sont dans les exemples les premiers types de choses que l'on va pouvoir utiliser? Donc je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est des sites web. Au niveau des sites web, vous allez pouvoir faire un site vitrine qui ira par exemple de quelques pages web simples de présentation, ou alors que vous pourrez faire avec ce que l'on appelle un éditeur en glisser-déposer du type par exemple Google Sheets. Google Sheets, il faut savoir que c'est un service de Google qui est offert et qui vous permet avec des simples glisser-déposer de faire des pages web. Vous allez pouvoir aussi faire ce site vitrine avec un système de gestion de contenu que l'on appelle également en abrégé et en termes anglo-saxons un CMS, donc un Content Management System. Là, le plus connu c'est WordPress. Vous pouvez utiliser WordPress pour faire un site vitrine. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Et enfin,
vous pouvez utiliser ce que l'on a des modèles préétablis que l'on appelle des templates, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des pages web préfabriquées que vous allez pouvoir personnaliser. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire au niveau des sites web, c'est un site vitrine. Deuxième chose que vous allez pouvoir faire en matière de site web, c'est un blog. Alors un blog, c'est un endroit sur lequel vous allez pouvoir publier des pages web et surtout des articles. Alors ça, pour le coup, un blog, ça se fait en règle générale avec un système donc de gestion de contenu, un CMS, donc comme je vous ai indiqué tout à l'heure, et effectivement, le plus connu et le plus utilisé, c'est WordPress. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des sites web dans le monde utilisent WordPress. Donc c'est vraiment un outil qui bénéficie d'une très forte implantation et d'une très forte communauté. Troisième type de site web que vous allez pouvoir faire, c'est, et ça on en parle assez souvent en ce moment, c'est des boutiques. Alors, faire une boutique, c'est principalement mettre en ligne des produits. Vous allez également ces produits les catégoriser. Il va falloir également prévoir un panier pour que vos clients puissent acheter en même temps plusieurs produits, et enfin il va falloir prévoir dans votre boutique des moyens de paiement, c'est-à-dire il va falloir que vos clients puissent payer par carte bancaire, par virement ou tout autre moyen de paiement que vous souhaitez utiliser. Alors ça c'est pareil, vous allez pouvoir le faire avec un système de gestion de contenu, donc un CMS, toujours pareil. Vous allez pouvoir utiliser WordPress, mais par contre là il va falloir adjoindre à WordPress ce que l'on appelle une extension, et une extension qui s'appelle par exemple WooCommerce. WooCommerce, c'est une extension à WordPress qui permet de transformer votre blog ou site WordPress en boutique en ligne. Alors, vous pouvez aussi utiliser d'autres systèmes de gestion de contenu que WordPress. Par exemple, un des plus connus également est un français qui s'appelle PrestaShop. Vous en avez d'autres également. Vous avez un outil américain qui s'appelle Magento, et vous en avez également pléthore d'autres. Donc voilà les trois types de sites web que vous allez pouvoir faire et héberger sur votre hébergement. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que faire un site vitrine, un blog ou une boutique, c'est également possible de le faire en codant. Alors, en codant, je suppose que si vous codiez vous-même, vous ne seriez probablement pas en train de regarder cette vidéo, mais il faut savoir que beaucoup de sites internet également sont codés avec des langages tels que HTML, CSS, et sont faits sur mesure. Donc dans tous les cas, vous avez toujours possibilité de faire un site sur mesure à un développeur. Voilà, donc ça, c'était le premier exemple de ce que vous pouviez faire avec un hébergement web. Le deuxième exemple, c'est d'héberger sur votre hébergement ce que l'on appelle des applications web. Alors les applications web, vous allez pouvoir en utiliser de différentes natures. Vous allez pouvoir par exemple utiliser une application web de cloud, comme par exemple Nextcloud. Nextcloud permet de partager des fichiers, des agendas et des contacts, et d'être accessible, donc puisqu'il est hébergé à l'extérieur de votre ordinateur, de votre réseau local, il est accessible de partout où vous le souhaitez. Vous allez également pouvoir faire installer une application de e-learning, comme par exemple Moodle, qui est une plateforme de e-learning qui permet d'héberger des cours et des formations en ligne. Vous pouvez par exemple y mettre du texte, des images, des audios, des vidéos, et utiliser des outils pédagogiques pour la réalisation
de vos formations. Donc ça, c'est également une application qui peut être mise sur votre hébergement web. On peut faire exactement la même chose avec les podcasts. Les podcasts, donc c'est un contenu audio que vous pouvez héberger à l'aide d'une application. Alors moi, par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Podcast Générateur et donc qui est chez mon hébergeur sur mon hébergement web. Vous allez pouvoir également utiliser des applications web dites ERP CRM. Donc ERP CRM, c'est des outils qui vont vous permettre de gérer l'activité, par exemple, d'une entreprise et éventuellement sa comptabilité. Alors je peux vous citer par exemple celui que moi j'utilise qui est Dolibar, et pareil, qui est installé sur mon hébergement web. Autre type d'application que vous allez pouvoir installer, par exemple, un lecteur de flux RSS. Donc si vous êtes habitué à lire des flux RSS, vous allez pouvoir installer sur votre hébergement un outil de lecture. Par exemple, moi j'utilise un lecteur qui s'appelle Fresh RSS. Vous allez pouvoir également utiliser une application dite entre guillemets de raccourcisseur d'URL. Donc c'est en fait un raccourcisseur de lien que vous connaissez principalement sous le nom de bit.ly, donc qui permet de réduire des adresses de pages web. Donc moi par exemple j'utilise un raccourcisseur de lien qui s'appelle Yours, qui est pareil hébergé sur mon hébergement web chez Infomaniac. Alors voilà, je voulais vous citer ces quelques grandes familles d'applications web que vous pouvez utiliser chez un hébergeur, mais pour voir un petit peu plus en détail ce qu'il existe comme application web, je vous ai mis ici un lien, donc pareil que je vous mettrai en dessous de l'enregistrement, qui vous donne par exemple la liste des applications donc qui sont au nombre de 120, qui sont installables en quelques clics chez Infomaniac. Bon, il y a également aussi un certain nombre d'applications qui sont installables en quelques clics chez OdoSwitch. Alors il y en a peut-être un tout petit peu moins, mais vous trouverez également tout ce qu'il vous faut en application web pour faire ce que vous souhaitez. Enfin, dernier point des exemples que je souhaitais vous citer, c'est le courrier électronique. Le courrier électronique, alors c'est toujours très intéressant de pouvoir envoyer et recevoir des emails. Alors vous allez me dire, je peux le faire chez Gmail ou je peux le faire chez Intel. Oui, pas de problème, vous pouvez le faire chez un prestataire spécifique en email. Par contre, vous risquez déjà d'une de ne pas avoir un nom de domaine personnalisé. Vous allez avoir un nom de domaine en Gmail par exemple, et si vous souhaitez avoir un nom de domaine personnalisé, ça va être déjà un tantinet un tout petit peu plus compliqué, et ça va vous coûter une certaine somme, et on peut toujours se poser la question de la confidentialité des mails qui sont hébergés chez un tel prestataire. Maintenant, vous allez me dire, ça c'est exactement pareil, effectivement, chez Infomaniac ou chez OdoSwitch. Mis à part qu'ils ont des engagements de confidentialité des informations qui leur sont fournies. Donc, en général, pour le courrier électronique, je préfère utiliser les services professionnels de mes hébergeurs, donc soit Infomaniac, soit OdoSwitch. Donc ça me permet d'envoyer recevoir des mails en toute tranquillité, d'avoir des capacités qui sont illimitées, d'avoir également mon propre nom de domaine, puisque je peux effectivement héberger des emails avec mon propre nom de domaine, et je suis également plus serein avec un hébergement professionnel, parce que je suis
je dirais beaucoup plus rassuré sur le fait qu'il n'y ait pas de bugs trop régulièrement. En fait, j'en ai jamais eu. Et le service email, c'est vraiment quelque chose qui, dans une activité professionnelle est stratégique. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir de bugs dans un service dans un outil de courrier électronique. Et c'est pour ça que j'utilise les services professionnels de mes hébergeurs. Et aussi parce que je vous l'ai déjà dit précédemment, parce que c'est souvent illimité. Donc voilà les exemples que je souhaitais vous présenter. Donc des exemples de sites web, des exemples d'applications web et l'exemple du courrier électronique. Donc ça fait un certain nombre de raisons pour choisir un hébergement web chez un hébergeur. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.